Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le podcast Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Et aujourd'hui, nous allons parler des habitudes et comment changer ses habitudes. Et pour ça, j'ai décidé de faire appel aux compétences de mon fils Noah, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui touche les nouvelles habitudes, la mémoire, la motivation. Et donc j'avais envie d'avoir son point de vue et savoir un petit peu pourquoi il s'était intéressé aux habitudes et pour qu'il vous partage quelques conseils sur les habitudes. Et là, bien sûr, on fait le focus sur les habitudes aussi par rapport à la silhouette. Bonjour Noah. Bonjour. Alors, comme je disais, tu es mon fils, tu as 22 ans et tu es étudiant en master de... Master MEF pour être professeur des écoles. D'accord. Alors, explique-moi ta passion pour toutes ces lectures au sujet des habitudes de vie, de la motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, surtout à 22 ans, à t'intéresser à tout ça? Alors déjà, tout d'abord, depuis jeune et en primaire, j'étais un élève pas mal avec de difficultés. Et ça m'a poursuivi. J'ai continué à être cet élève-là, encore au collège, un peu au lycée. C'est au lycée que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, parce que je me suis rendu compte que je voulais devenir professeur des écoles pour enseigner, pour transmettre du savoir, mais pour cela, il fallait que je m'améliore. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à à des lectures pour savoir comment est-ce que je peux m'améliorer, et que ce soit sur la mémoire ou sur l'organisation, la productivité, tout ça, comment éviter de procrastiner, et aussi les habitudes qui est un outil très efficace et très important dans la vie pour pouvoir s'améliorer de plus en plus. Et du coup, ça m'a permis tout ça de pouvoir m'améliorer et d'être là où j'en suis maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quelles habitudes tu as changé ou tu as travaillé en premier et comment tu t'y es un petit peu pris par rapport à ça? Alors, les habitudes, j'ai commencé avec tout d'abord un livre très connu qui est le Miracle Morning, et j'ai commencé par ça durant ma licence du coup. Et j'ai commencé cette habitude, toutes ces habitudes cumulées le matin pour pouvoir être un peu plus déstressé. C'était aussi une période où je commençais à prendre du poids, donc je voulais me remettre en forme, donc faire du sport aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé le matin à faire le Miracle Morning, mais que j'ai pu faire que j'ai fait que pendant un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi. Alors, je vais t'arrêter avant que tu nous expliques pourquoi tu n'as fait que un mois. Pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi cette technique Miracle Morning, c'est c'est un livre, c'est un auteur qui a mis en place en fait les meilleures habitudes. Du coup, selon des recherches, dedans on peut compter un peu de sport, de la méditation, de l'écriture, de la lecture, de la visualisation, de l'affirmation. C'est plein de petites habitudes qui sont reconnues pour aider à évoluer dans sa vie au niveau personnel et professionnel. D'accord. Et alors, explique-nous pourquoi ça n'a duré qu'un mois. Alors, pourquoi ça a duré qu'un mois? C'est que avant de commencer ça, j'étais pas forcément quelqu'un qui me levait très tôt pour prendre mon temps de tout bien me préparer avant de partir du coup en cours à la fac. Et du coup, du jour au lendemain où j'ai lu ce livre, j'ai mis en place les techniques. Donc j'ai décidé de me lever à 6 heures tous les matins et de mettre en pratique toutes les techniques qui ont duré un mois. Alors, ce qui a fait pour moi que je n'ai pas tenu sur le long terme, c'est qu'il y a eu un trop gros changement entre ma vie d'avant et ce que j'ai mis en place. C'est-à-dire que je ne faisais jamais rien le matin avant, et là, d'un coup, j'étais rendu à me lever 1 heure plus tôt que ce que je faisais avant, et en plus de ça, je faisais du sport, de la méditation, des nouvelles pratiques que je n'ai jamais fait. Donc pendant un mois, c'est possible de tenir, mais en fait, avec forcément les études, quand les examens arrivent, on accumule vite de la fatigue et tout. Et si c'est pas une habitude bien ancrée, à mettre trop de choses d'un coup en place, et en fait, pour le corps, le mental et tout ça, c'est pas trop possible de tenir tout sur le long terme en mettant tout ça d'un coup. Et tu peux nous expliquer éventuellement pourquoi le cerveau
Parce que j'entends donc que ça faisait trop pour toi, parce que ça faisait plein d'habitudes à mettre en place le matin que tu n'avais déjà pas obligatoirement avant. Et pourquoi le cerveau n'accepte pas si facilement des changements d'habitude radicales? Parce que c'est vrai que ça serait simple. Alors pour ça, je vais là où le livre qui m'a aidé à tout bien comprendre ces notions-là, c'est le livre du coup qui parle des habitudes, un rien peut tout changer, qui dit en fait que on a déjà ancré d'autres habitudes avant et en fait perdre une mauvaise habitude revient à déraciner un chêne solidement ancré en nous, alors que au contraire créer une bonne habitude revient à cultiver une fleur délicate un jour après l'autre. Donc c'est beaucoup plus compliqué et le combat est voilà un peu différent. Oui, donc difficile à changer comme ça. C'est-à-dire même à main nue, on s'imagine mal déraciner un chêne. Et j'aime beaucoup ce parallèle avec la petite fleur un peu fragile, mais qui petit à petit va croître. Quoi ça sert au final, nos objectifs, pour mettre en place des bonnes habitudes? Alors, les objectifs, c'est important puisque ça permet de donner quand même une feuille de route, de savoir où on va. Si on ne se met pas d'objectif, c'est comme si on prenait la voiture sans savoir où aller. Okay. Donc, les objectifs restent importants à faire, mais il ne faut pas leur donner trop d'importance. Parce qu'en fait, il faut plus se concentrer sur les moyens que les résultats. Est-ce que tu peux nous donner une explication, un exemple par rapport à ça? On peut prendre l'exemple par exemple, de deux personnes qui ont voulu perdre du poids, qui ont perdu du poids, et on va dire que les deux personnes ont toutes les deux perdu 10 kilos. On va avoir un exemple où la personne a perdu 10 kilos en arrêtant de manger ou vraiment de faire quelque chose de très restrictif, des repas, et une autre personne qui a perdu elle aussi 10 kilos, mais qui a fait ça tout doucement, en travaillant sur elle-même, en adaptant, en se connaissant mieux, et voilà, en faisant vraiment des recherches petit à petit. Et bah, au final, l'objectif, ils ont tous les deux perdu 10 kilos, mais ça a été fait de façon différente. Et sur le long terme? Et sur le long terme, bah, en fait, c'est qu'on ne peut pas tout miser sur les objectifs sur le long terme, parce que forcément, quand on se met un objectif, ce qui est bien, parce que comme je disais, ça donne une feuille de route, mais quand on a réussi cet objectif, et bah après, c'est compliqué par la suite des fois de continuer ça. C'est pour ça que des fois, après, ça peut être bien d'avoir des objectifs un peu plus grands, comme rester en bonne santé ou s'améliorer dans telle compétence, tel objectif. Donc avoir des trucs par la suite beaucoup plus globaux et des sous-objectifs pour donner quand même une feuille de route. Mais c'est bien de se concentrer, d'être vraiment aussi centré sur comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on fait le chemin. Ok. Est-ce que les objectifs changent notre identité ou les habitudes de vie? Est-ce que ça a un impact sur qui on est? On ne peut pas défaire les habitudes et l'identité parce qu'en fait, changer d'habitude revient à changer d'identité. C'est comme si on demande à quelqu'un s'il veut une cigarette. Si la personne dit non merci, je ne suis pas fumeur ou non merci, j'arrête de fumer, la personne qui a dit non merci, j'arrête de fumer, elle ne fume pas, mais elle reste encore identifiée à une personne qui fume. C'est encore un fumeur. C'est-à-dire que quand on veut prendre des habitudes, par exemple, il faut avoir l'idée qu'il ne faut pas lire des livres, il faut devenir lecteur. Et on ne veut pas apprendre à jouer d'un instrument, on veut être musicien. On veut pas juste courir, faire un footing, on veut devenir coureur. Donc forcément, ça va être les habitudes et notre identité vont être forcément liées. Et pour ça aussi, il faut changer nos croyances sous-jacentes. Sinon, des fois, ça peut être difficile de prendre de bonnes habitudes. Ok, ça voudrait dire que au lieu de se focaliser sur le problème, changer d'habitude pour se focaliser sur le problème, c'est sur qui on veut devenir au final. Comme tu disais, on veut pas lire des livres mais être lecteur, on veut pas. Donc ça, c'est un point important parce que souvent dans les changements d'habitude, on cherche à changer nos habitudes pour régler un problème. Alors, faut avoir un problème, je pense, pour pouvoir mettre des habitudes en place, mais pour aller au-delà de quelque chose d'un peu plus grand et qui touche plus nos valeurs, je pense. Exactement. Alors, comment on peut aider les personnes déjà à mettre en place tranquillement avant qu'on voie comment on construit et déconstruit une habitude? Quelle est vraiment l'idée à retenir sur comment on met en place les habitudes? Alors,
Pour mettre en place des habitudes, il faut y aller vraiment, comme on a pu voir avec mon exemple d'avant sur le Miracle Morning, où j'avais fait beaucoup trop en une seule fois. Il faut y aller vraiment petit à petit, et du coup, avec une règle qui est quand même de plus en plus connue, c'est celle de la règle des 1%. C'est juste s'améliorer 1% tous les jours, un petit peu. Donc, et si on fait ça d'ailleurs, si on s'améliore 1% chaque jour pendant un an, on obtiendra des résultats 37 fois meilleurs au début, par rapport au début. Est-ce que tu peux citer ce que tu me racontais sur l'équipe? Alors l'équipe, alors oui, dans le L'équipe de livre, cyclistes. oui, dans le livre Je trouvais ça que très intéressant. que j'avais lu sur du coup un rien peut tout changer, c'est un livre sur les habitudes. L'auteur racontait que l'équipe de cyclisme anglaise avant était pas forcément dans les meilleurs, était vraiment en difficulté. Et voilà, ils gagnaient très peu de compétitions, mais du jour où ils ont changé d'entraîneur, l'entraîneur en fait il a découpé le cyclisme, un peu la pratique en différents domaines, c'est-à-dire qu'il y a le matériel, il y a l'entraînement et tout, et il a décidé d'améliorer juste quelques petits trucs, 1% par-ci, 1% par-là, du genre quelle selle pour le vélo va être plus confortable, chercher quelle crème peut être plus utile pour la récupération au niveau du muscle et tout. Et en fait, c'est en changeant plein de petits trucs comme ça qui, au final, l'équipe, par la suite, a réussi à s'imposer dans des tournois et sont devenus une équipe vraiment très forte. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, le sujet est souvent la silhouette, le poids. Comment ça pourrait s'appliquer pour ces objectifs-là? Changer, en fait, ça peut être changer très simplement, mais un petit truc dans le repas petit à petit, au lieu de totalement changer du tout au tout, mais vraiment d'ancrer par la suite, comme déjà regarder ce qu'on mange. Mais si par exemple on a une assiette et que tous les midis on prend toujours du coca, et le 1% ce serait déjà juste de remplacer le coca par un verre d'eau. Mais rien que ça, et faire ça déjà pour bien ancrer cette habitude-là. Et rien que ça, au début, ça peut paraître insignifiant, mais c'est en faisant ça petit à petit qu'on va pouvoir voir des changements. Ok. Tu parlais aussi, tu me donnais l'exemple tout à l'heure, par exemple, si on n'aime pas trop les légumes, alors là, il y a un travail, là, pour moi, je reviens en tant que naturopathe et psycho-émotionnel à faire sur la symbolique des légumes, qui est l'amertume de la vie et compagnie, mais ça serait, par exemple, au lieu de se frustrer et de manger que de la salade, tu le disais, ça serait, par exemple, de diviser la portion en 2 de frites, le temps que les gens se calent sur autre chose, et mettre la moitié de légumes. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu comment on construit et déconstruit une habitude. Alors, une habitude, déjà, ça se construit en 4 étapes. Il y a le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. C'est comme, en exemple, notre portable est dans notre poche. Le portable sonne, c'est un déclencheur. Okay. Notre envie, c'est de vouloir prendre le téléphone pour regarder qui nous envoie un message. Du coup, la réponse, c'est l'action de prendre le téléphone. Et la récompense, c'est de voir qui nous a envoyé le message. Et une habitude, ça se construit exactement pareil. Et on peut mettre des choses en place pour pouvoir permettre d'avoir des déclencheurs, l'envie, la réponse et la récompense. Utiliser ces 4 aspects-là pour construire une habitude. Donc au niveau du déclencheur, il faudrait modifier l'évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une habitude si l'habitude elle est cachée. On ne peut pas faire du sport par exemple ou du yoga si le tapis de yoga est dans un placard, dans le noir, au grenier, c'est compliqué. Donc ça veut dire que pour construire une habitude, il faut la rendre évidente à faire. Donc, ça veut dire qu'il faut des rappels visuels ou sortir les affaires de sport. Et pour ça, on peut aussi écrire sur une feuille, utiliser par exemple « je vais faire telle action à tel moment dans tel lieu ». Ça peut devenir un déclencheur. Ou alors, créer une habitude sur une habitude. C'est-à-dire que je prends mon café le matin, et je vais rajouter, qui est une habitude de prendre le café le matin, je peux rajouter une autre habitude dessus. C'est-à-dire je prends le café et en même temps je fais un petit peu d'anglais sur mon portable. Voilà, je crée une habitude sur une autre habitude. Par contre, à l'inverse, pour défaire une habitude, il faut la rendre au niveau de cette étape-là, il faut la rendre la plus invisible possible. Par exemple, je veux peut-être boire moins d'alcool, je vais mettre les bouteilles autre part ou les cacher.
Donc voilà, il faut vraiment rendre les choses invisibles. Disons, invisible et difficile pour y accéder, par exemple. C'est ça. Ensuite, la deuxième étape, du coup, au niveau de l'envie, c'est l'attractivité. C'est-à-dire qu'il faut rendre l'habitude attractive. Par exemple, on peut regrouper des tentations, c'est-à-dire associer une action qu'on a envie de faire à une action qu'on doit faire. Par exemple, je vais marcher sur le tapis de course et en même temps j'ai envie de regarder ma série, je peux lier les deux ensemble. Ok. Donc la rendre vraiment attractive. Et par contre, à l'inverse, pour défaire une habitude, il faut la rendre la moins attractive possible. Et là, ça peut être un travail au niveau de l'esprit, de l'état d'esprit, pour mettre bien en évidence les avantages d'éviter nos mauvaises habitudes. Voilà, pour les enlever. Voilà, ensuite la troisième étape du coup au niveau de la réponse, c'est la facilité. Il faut rendre l'habitude facile à faire, c'est-à-dire enlever le moins d'étapes possible. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller faire un footing, j'essaye de bien mettre en évidence mes affaires de sport pour pas avoir besoin de les chercher pendant 5 minutes, le temps de m'habiller et tout. Pour commencer une habitude, ce qui peut être bien, c'est aussi de la réduire au maximum. Donc par exemple, que 2 minutes. C'est-à-dire que je mets mes affaires de sport et je vais courir juste 2 minutes. Mais si je fais ça déjà tous les jours ou presque tous les jours pendant 1 an, et au moins ça permettra déjà d'ancrer le début de l'habitude pour après agréable à faire. Okay. Faciliter les choses. C'est ça. Et du coup, pour défaire l'habitude, il faut augmenter les contraintes pour réaliser l'habitude. Plus on augmente les contraintes, plus c'est difficile à faire, plus le cerveau il n'a pas envie de le faire. Et enfin, la dernière étape du coup au niveau de la récompense, c'est la satisfaction. Ça peut être du coup utiliser le renforcement, donner une récompense immédiate lorsqu'on accomplit notre habitude. Mais une bonne récompense, ça veut dire j'ai pas fait mon sport, je vais aller manger des glaces pour me récompenser, mais ça peut être j'ai fini de courir, je transpire, je vais aller me pomponner, je vais aller me maquiller, des trucs comme ça pour vraiment une récompense immédiate à chaque fois qu'on fait l'habitude. Et on peut aussi avoir des suivis d'habitude sur un calendrier ou autre pendant à chaque fois qu'on a fait l'habitude de cocher les cases. Et en fait, ça, quand on coche les cases, déjà, ça envoie un message au cerveau de récompense. Okay. Et du coup, pour défaire l'habitude, il faut faire l'inverse. Il faut la rendre la moins satisfaisante possible. Et pour ça, on peut aussi solliciter un partenaire de responsabilité, comme si on faisait un contrat avec une personne. Et du coup, avoir des conséquences de nos mauvaises habitudes, pas forcément des conséquences qui sont méchantes envers nous, mais s'impliquer auprès de quelqu'un, forcément, nous motivera plus. Alors, tu peux donner un exemple ? On peut prendre une habitude de ce mois-ci, je ne bois pas d'alcool. Je vais faire un contrat avec une personne qui est proche de moi ou pas. Et ça peut être très bien, si je casse ce contrat-là, et par exemple, je te dois quelque chose, mais pas forcément, on ne parle pas d'argent, même s'il y en a qui peuvent le faire, mais je te dois d'aspirer ta voiture, de te faire un repas, de faire un repas, de te payer une place à un centre de spa, de massage et tout, ou avoir un peu une conséquence négative, comme on disait à quelqu'un qui dans le foot est pour le Paris Saint-Germain, si tu casses ton habitude, tu vas devoir porter pendant toute une journée le maillot de l'OM. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Je pense que c'est plus clair vraiment ce que est une habitude et comment la mettre en place. En conclusion, pour résumer, Noah. Pour résumer, déjà, du coup, on a pu voir que les habitudes, ça se fait doucement. C'est pas un sprint, ça peut pas être un sprint parce que j'ai essayé et ça marche pas. Si on veut ancrer une habitude, ça se fait pas comme ça. Et il y a souvent la croyance qu'il faut 21 jours pour ancrer une habitude. Et ça, c'est totalement faux. J'ai bien pu faire Miracle Morning pendant 30 jours. Et du jour au lendemain, j'ai très bien pu arrêter comme ça. Et du coup, ça suffit pas 21 jours pour ancrer une habitude. Oui, et puis nouvelle habitude veut dire au niveau cérébral, nouvelle connexion cérébrale, donc il faut les laisser le temps de se construire, ces connexions. Alors, on peut dire aussi qu'il ne faut pas non plus se démotiver si on ne voit pas de résultats directement. Le travail, il n'est pas sur le court terme, il est vraiment sur le long terme. On peut prendre l'exemple par exemple d'un glaçon. Un glaçon, si il est rendu dans un environnement à moins 15 degrés,
le glaçon il est solide. Si après il passe à moins 10 degrés, le glaçon n'aura toujours pas changé. Pourtant, la température a changé. Et ainsi de suite. Moins 5 degrés, il ne bougera pas. Moins 2 degrés, il ne bougera pas. Sa structure change. Alors, mais ça se voit pas. Ça se voit pas, ça se voit pas. C'est-à-dire que la température augmente, c'est-à-dire que nos efforts augmentent, mais ça bouge pas. On a l'impression que ça bouge pas. Et en fait, il faut arriver au bout d'un certain moment, mais c'est pour ça que c'est sur du long terme, à un certain seuil, comme le glaçon à 0 degré, où là, il va commencer à fondre. Voilà, et c'est là qu'on va avoir les résultats. Mais au début, on peut très bien commencer à moins 15, moins 20, moins 30 degrés. C'est pas que nos efforts servent à rien, c'est juste que le temps de passer de moins 30 degrés à 0 degré, il y a un travail, ça prend du temps. C'est pour ça que les habitudes, d'ailleurs les habitudes règlent beaucoup sont omniprésentes dans notre vie, même si on ne s'en rend pas compte. Mais c'est pour ça qu'une habitude c'est fait pour être automatisée. Mais du coup, le temps de passer de moins 30 degrés à 0 degré, ça prend du temps, et c'est en faisant petit à petit qu'on va pouvoir changer cette structure-là, et au bout d'un moment, on va passer un certain cap, et là, on verra vraiment les résultats de nos efforts sur, évidemment, une fois de plus, ce qui est le plus important, le long terme, et pas ce qui est sur le court terme, et c'est même pas en 1 ou 2 mois, des fois ça peut être 1, 2 ans et tout, à toujours prendre selon le challenge pris et tout. Okay. Et du coup, c'est ce qui va devenir, sur du long terme, comme pour les mauvaises habitudes, quelque chose d'automatisé, mais il faut y prendre aussi du plaisir. Écoute, merci Noah pour toutes ces informations-là. Avec plaisir. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les ateliers, les suivis individuels, les autres podcasts, n'hésitez pas à vous rendre sur www.silbaya.com, et surtout, n'hésitez pas à laisser une étoile, un commentaire, un sujet que vous aimeriez que je traite sur tout ce qui touche le poids, la confiance en soi, voilà, des sujets qui touchent le domaine de la santé et du bien-être. Et puis, votre soutien, c'est ce qui permet de mieux faire aussi connaître ce podcast. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!